Nouvelle question d'Arnold Vidal. Bonsoir Monsieur Asselineau, pourriez-vous nous parler des missions d'un inspecteur général des finances? Combien en avez-vous fait et de quoi traitait-elle? Merci. Combien j'en ai fait, ça je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre comme ça au débotté combien j'en ai fait. D'autant plus que la question, elle me pose la question d'inspecteur général ou bien elle pose la question de ma carrière d'inspection. J'ai fait des commissions en sortant de l'ENA, j'ai fait des missions en tant qu'inspecteur. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un petit côté militaire. Quand on sort de l'ENA, on est inspecteur adjoint des finances pendant, je crois, 6 mois. Après ça, on est inspecteur de 3e classe, puis pendant 1 an et demi, puis inspecteur de 2e classe, puis inspecteur de 1re classe, et enfin, inspecteur général des finances en général. Enfin, moi, je suis devenu inspecteur général, je crois, à 42 ans. C'était très, très jeune à l'époque. Donc, ça, c'est... Et à partir du moment où on est inspecteur général, après, on ne progresse plus. Bon. Tout au long de cette carrière, on fait des missions. Sauf lorsque, justement, on n'est pas dans le corps de l'inspection. Par exemple, lorsque j'étais en cabinet ministériel, j'étais en position de détachement par rapport au corps de l'inspection des finances, et donc je travaillais pour un ministre sur des sujets. Alors j'ai accompagné les présidents de la République, mon ministre à l'étranger quand j'étais au Quai d'Orsay, mais je ne faisais pas évidemment en même temps des missions de l'inspection. Donc il faut que les gens soient bien clairs. De même qu'en ce moment, je suis en disponibilité, comme on dit, c'est-à-dire je suis toujours inspecteur général des finances comme grade. Je peux demain demander ma réintégration au corps de l'inspection générale des finances, qui est de plein droit, je serai réintégré dans un délai d'1 mois, et à ce moment-là, on me redonnera des missions, mais actuellement, je n'ai pas de mission, je n'ai pas de salaire non plus d'ailleurs, je n'ai aucune ressource émanant de l'inspection générale des finances, mais je suis désormais rémunéré par l'UPR depuis la réforme des statuts. Pendant les 11 premiers mois de cette année, d'ailleurs, j'étais dans une situation personnelle extrêmement difficile, puisque je ne pouvais plus accepter d'être rémunéré par l'État, puisque j'étais candidat à l'élection présidentielle, et je n'avais pas, comme les statuts interdisaient la rémunération du président, je n'avais aucune rémunération. Et je me permets d'insister sur le fait que ça n'est pas évident. Je suis comme tout le monde, moi j'ai un petit peu besoin d'argent quand même pour vivre. Alors maintenant, pour répondre aux questions, récemment, les dernières missions que j'ai pu faire, je me suis occupé de la réforme de l'évolution de la question des routes nationales. C'était une mission qui était faite en conjointement avec le corps du ministère de l'Environnement, de l'Équipement et de l'Environnement durable. J'ai fait des missions sur la flotte des hélicoptères du ministère de l'Intérieur depuis qu'il y a eu la fusion police-gendarmerie et comment s'articulent les hélicoptères de la gendarmerie nationale avec ceux du service, de la sécurité civile et éventuellement avec les hélicoptères de l'assistance publique des hôpitaux. J'ai fait des missions très diverses. Parmi les missions qui m'ont le plus frappé, c'est très très divers. On intervient dans des ministères très différents. Quand on est jeune sortant de l'ENA, on fait des missions du style aller vérifier un percepteur, un trésorier principal, ce qu'on appelait à l'époque un trésorier payeur général, donc les services extérieurs de Bercy, du ministère des Finances, des missions fiscales, et puis on peut faire aussi des missions sur des sujets divers et variés. Parmi celles qui m'ont frappé dans ma carrière, une mission que j'ai faite à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, la CNMHS, où les recommandations que j'avais faites, j'étais à la tête d'une brigade, comme on dit, avaient été largement suivies des faits. Ça a mis plusieurs années, mais enfin, ça a été quand même pas mal suivi des faits depuis lors. Il y a eu une grosse amélioration dans ça gérait les monuments historiques. Il y a à peu près une centaine de monuments historiques qui sont gérés par l'État, pas tous, hein. Il y a des monuments historiques, par exemple le château de Chenonceau n'est pas géré par l'État, ça appartient à une famille privée, la famille du chocolat Meunier. Il y en a d'autres comme le château d'Azel-Rideau, je parle des châteaux de la Loire, qui appartient à l'État et qui est géré par ce qui ne s'appelle plus la Caisse des monuments historiques, mais ce qui s'appelle France Monuments. Moi j'avais proposé dans le rapport que ça s'appelle Monuments de France. Le législateur a pris France Monuments, mais c'était à peu près la même chose. Puis il y a d'autres monuments historiques, toujours pour rester dans les châteaux de la Loire, qui appartiennent à d'autres structures. Par exemple, le château d'Amboise appartient à la Fondation de France. C'était l'ancienne famille royale, etc. Une autre mission qui m'a énormément frappé, beaucoup intéressé, c'est une mission que j'avais faite dans les années 1987, quand j'étais allé en Nouvelle-Calédonie, à la suite d'une demande du nouveau Premier ministre Michel Rocard, qui s'était rendu en Nouvelle-Calédonie et qui avait demandé qu'un inspecteur des finances aille faire une mission d'approfondissement de la question centrale qui est en Nouvelle-Calédonie, qui est la question des terres.
la question de l'appropriation des terres à partir de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie qui a eu lieu à Balade en 1853, par l'amiral Février des Pointes, de mémoire, et à partir de ce moment où les Français ont mis la main sur la Nouvelle-Calédonie, il y a eu une appropriation des terres qui a été donnée à des colons, ou ensuite d'ailleurs aux déportés de la commune, et au détriment des populations d'origine, les populations kanak, qui à l'époque, dans l'esprit des colonisateurs des années 1850, étaient des sauvages qui n'avaient droit à rien. Et donc il y a, c'est vrai en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai en Australie, c'est vrai dans un grand nombre de pays du monde, il y a une superposition des légitimités entre la légitimité tribale traditionnelle et une légitimité coloniale plaquée, qui est l'appropriation de la terre selon le droit romain. Alors que pour les Kanaks, nos compatriotes Kanaks, la terre ne peut pas être cessible, ne peut pas être vendue. Et donc, le problème, c'est que ces faits remontent à bientôt 200 ans, en tout cas 180 ans, et donc il y a eu des descendants, il y a des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-arrière-petits-enfants, qui quand ils vont chez le notaire ou à la conservation des hypothèques, l'État, la République française dit oui, vous êtes propriétaire de ce terrain, sauf que, au même moment, vous avez des compatriotes qui appartiennent à des tribus kanak qui disent pas du tout, cette terre, pour toujours et à tout jamais, appartient à notre clan, et donc, c'est pas parce que vous nous l'avez piqué il y a 150 ans que ça vous appartient. Alors, je suis un tout petit peu long là-dessus parce que il se trouve, comme vous le savez, qu'il va y avoir un référendum cette année, en novembre, en Nouvelle-Calédonie, sur la réforme, sur l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie. Je m'y rendrai, et il se trouve que j'avais fait un rapport, donc en 1987, sur l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. J'avais passé 3 mois en Calédonie, et ce rapport, qui était confidentiel, qui avait été confidentiel pendant des années, notre délégué Michel Hanoc, que je salue, me l'a demandé plusieurs fois. Je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas vous le donner, moi j'ai qu'une parole, c'était un document confidentiel parce qu'il était assez explosif. Ce que j'avais découvert sur la gestion de l'agence de développement rural était quand même tout à fait scandaleux. Et puis Michel Hanoc, notre délégué, a réussi, au nom de la communication des documents administratifs, comme il y a une espèce de prescription, ce document de 87, ça fait donc 30 ans, eh bien a réussi à l'obtenir de la part du Haut-Commissariat à Nouméa. Alors c'est important parce que dedans, il y a des personnalités qui sont actuellement tout à fait en vue en Nouvelle-Calédonie et qui sont citées nommément dans ce rapport. Voilà, j'étais un petit peu long. Je ne peux pas vous dire toutes les missions que j'ai faites, mais c'est pour vous montrer à quel point ça peut être extrêmement diversifié. J'espère vous l'avoir montré. J'en profite pour dire que nous en sommes à 29 888, donc à 20 adhésions depuis le début de cette émission. Je vous félicite, je vous en remercie. C'est peut-être des gens qui souhaitent que je les appelle. Je rappelle à toutes les personnes qui prendraient l'émission en route que, à titre tout à fait exceptionnel, j'ai décidé que les personnes qui adhéreraient pendant ce direct, eh bien, je les appellerai personnellement demain ou après-demain, parce que comme il y a déjà 20 personnes, 20 appels téléphoniques, ça va faire beaucoup, surtout que j'ai quand même beaucoup de choses à faire, mais je n'ai qu'une parole, donc je vous appellerai, sauf si vous ne le souhaitez pas. À ce moment-là, vous le mentionnez, ou vous ne mettez pas votre numéro de téléphone. Mais si vous mettez votre numéro de téléphone, eh bien, je vous appelle demain, et puis je parlerai un petit peu avec chacun d'entre vous. Voilà.